Le moins que je puisse dire au sujet de Casimir Oyemba est que l'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, arrivé en politique par accident, a admirablement réussi son entrée en politique. Je me souviens de cette époque, c'était les années 90, et là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc l'entrée en politique de Casimir Oyemba coïncidait avec une chanson de l'artiste camerounais Johnny Tezano que nous passions en boucle sur l'antenne d'Africain numéro 1. Alors, Casimir Oyemba et Johnny Tezano étaient-ils de mèche? Je ne pense pas. Mais je dois vous avouer que, à l'heure où l'ONU a décidé le retrait de quelques 450 casques bleus gabonais de sa force de maintien de la paix en Centrafrique, après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels sur plusieurs filles, Casimir Oyemba nous rappelle à quel point on peut être fier d'être gabonais. Casimir Oyemba, c'est une éminence, une personnalité, un haut potentiel qui nous rappelle non seulement la fierté d'être gabonais, mais aussi le sens du travail, la compétence, un franc-parler et une forme de courtoisie en politique. Casimir Oyemba, dans les années 90, a allumé la flamme du changement. Il a allumé la flamme d'une nouvelle gouvernance. Casimir Oyemba a été chef du gouvernement. Il a été plusieurs fois ministre. C'était un cadre éminent du Parti démocratique gabonais. En 2010, très critique sur le septennat d'Ali Bongo Ondimba, il passe dans l'opposition et participe à la création de l'Union nationale. On rappelle qu'il a renoncé par 2 fois, en 2009 et 2016, et à la dernière minute, à être candidat pour le fauteuil présidentiel. Casimir Oyemba s'est mis en retrait. Alors pourquoi s'est-il mis en retrait? Moi, j'ai ma petite idée. Avant de la soumettre, je vous propose de l'écouter attentivement. Je suis arrivé en politique par accident. Mais mon métier, c'est la banque centrale. Je voulais dire ceci. Il s'exprime en 2015, c'était au Cameroun, à l'occasion d'une conférence du mouvement des femmes commandos sur le thème de l'engagement des femmes africaines dans le processus de démocratisation et de la bonne gouvernance en Afrique. La première, c'est que la monnaie est un instrument de l'ensemble de la politique de développement des pays. La monnaie seule ne peut pas développer un pays. Mais un pays non plus ne peut pas se développer sans une utilisation intelligente de la monnaie. Donc c'est quelque chose, c'est comme si vous avez des allumettes entre les mains. Vous pouvez les utiliser à bon escient, comme vous pouvez mettre le feu à la baraque avec la monnaie. Donc c'est une question d'ajustement, de mesure, d'intelligence, etc. Notre système monétaire, celui auquel le Gabon appartient, ainsi que votre pays, le Cameroun, disons en gros, il date de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été créé, le franc CFA a été créé en 1945. Depuis lors, notre système a été plusieurs fois et profondément remanié. Donc les gens en ont toujours une idée, comment dirais-je, coloniale. Les gens pensent que nos banques centrales, que notre monnaie est gérée par la France. Moi je peux vous dire, dans le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale,
D'abord, les administrateurs français sont minoritaires. Il y en a 4 contre, je crois, 16 de l'autre côté africain. Et je peux vous dire que l'ambiance de ce conseil d'administration a changé depuis les années 72-73, depuis ce qu'on a appelé les accords de Brazzaville. Parce que les Français viennent, ils écoutent, ils regardent. Si les Africains sont décidés à prendre une décision, en admettant que les Français ne soient pas tout à fait favorables à cette décision, ils diront poliment, simplement, leur point de vue, n'est-ce pas? Mais ils laisseront les Africains décider. Ils laisseront les Africains décider. Donc, vraiment, moi je vous parle des choses que j'ai vécues, que j'ai pratiquées. Je ne vous parle pas de la théorie. Je ne vous parle pas de ce que certains journalistes, comment dirais-je, un peu en mal de sensation et peu informés des réalités économiques et financières écrivent dans les journaux. Ce que certains professeurs d'économie un peu excités écrivent dans les manuels. Tout ça, ça existe, je sais ça. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. Je vais vous citer un exemple. Nous avons eu, dans les années 83, à négocier avec la Guinée équatoriale pour qu'elle entre dans la zone franc et qu'elle entre à la Banque centrale. J'étais gouverneur de la PEAC à l'époque, donc c'est moi qui ai mené les négociations techniques au nom de la Banque centrale avec les autorités équatoriennes et spécialement le ministre des Finances équatorien et le gouverneur de la Banque centrale de Guinée équatoriale de l'époque. Si on regardait les textes de la Banque centrale, pour que la Guinée équatoriale entre dans notre Banque centrale et dans la zone franc, elle aurait dû payer un ticket d'entrée de 25 milliards de francs CFA. Nous sommes en 1983. 25 milliards de francs CFA de 1983. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 80 milliards de francs CFA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une somme colossale pour la Guinée équatoriale de l'époque. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui. La Guinée équatoriale de 1983. C'était un pays qui, ils étaient moins que par terre. N'est-ce pas? Eh bien, un des chefs d'État de la zone a décidé de proposer aux autres chefs d'État africains de la zone que nous voulons que la Guinée équatoriale vienne avec nous. Donc les calculs que le gouverneur de la banque a fait, il peut les emporter avec lui. Ça ne nous intéresse pas. Il a proposé aux autres chefs d'État, pas à la France. Je dis bien pas à la France. On n'a pas demandé à la France. Ce président a proposé aux autres présidents de ramener ce ticket d'entrée de 25 milliards à 5 milliards. Et ça a été fait. Au cours d'une réunion des chefs d'État, d'un sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bangui. Il n'y avait pas de représentant français. Donc, là-dessus, je voulais dire que nos pays sont dans ce système qui a des avantages, mais qui n'a pas que des avantages. Il y a des inconvénients, sans doute. Nous sommes dans ce pays, dans ce système, parce que nos pays l'ont voulu. Si demain, je voudrais vraiment que vous reteniez ça, si demain, nos pays décident d'en sortir, ils sont libres d'en sortir. Ils sont libres. Ne croyez pas que la France est là avec un bâton et dit à nos pays, tu vas rester là, hein, dans la zone franc, hein, si tu travailles. Non, non, ce n'est pas comme ça. Je suis navré de le dire. Évidemment, vous allez répondre que, oui, bah, lui, il parle comme ça, parce que bien sûr, il était dedans, alors... Bon. Mais je vous dis ce que moi j'ai vécu. C'est la réalité. Nous avons des pays qui sont des pays souverains. Nos pays sont des pays souverains. Ils ont estimé souverainement que pour le moment, ils acceptent, ils entrent dans cette organisation monétaire.
Mais moi, je suis persuadé, mais si demain, aussi souverainement, ils ont décidé d'y entrer, ils décident d'en sortir, ils en sortiront. La France n'a aucun moyen de nous attacher. Alors c'est vrai que Casimir Oyemba a beaucoup déçu en n'allant pas jusqu'au bout de sa candidature à l'élection présidentielle de 2009 et 2016. Moi, j'appelle ça avoir du courage politique. Il a eu le courage de ne pas succomber à l'appel des sirènes. Les sirènes, ce sont ces personnes qui nous entourent, qui nous poussent à nous lancer, parce qu'ils voient en nous le sauveur, l'homme de la situation. L'appel des sirènes, c'est aussi ce chant qui hypnotise nos présidents et qui leur donne le ticket pour justifier un mandat de trop et une éternalisation au pouvoir. Casimir Oyemba avait compris que un premier ministre populaire ne fait pas toujours un président populaire.